Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo sur les acides aminés. Donc voilà, on a vu les deux premières parties. Donc voilà, je vous invite à toujours aller voir ce qu'on a fait avant. Ça va vous permettre de répondre et de comprendre tout ce qu'on va faire en dernière partie. Et cette dernière partie, on va parler de la détection et de la séparation des acides aminés avec différentes méthodes. Et on va commencer avec la méthode de réaction à la ninhydrine. Donc alors, c'est une méthode qui est très utilisée donc, comme écrit, et cette méthode elle est un petit peu bête, il faut la prendre par cœur. En fait, ici le but ça va être de d'écrire en fait notre composé en acides aminés. Donc ça va être de marquer nos acides aminés dans notre protéine par exemple, et on va les colorer. Donc on sait que dans nos protéines on a des amines, donc ça peut être des amines primaires, secondaires, tertiaires en fonction de la formule chimique, et on va les colorer en fonction euh, de leur nomenclature, donc à savoir amine primaire ou secondaire. Donc si on a l'amine primaire, on va avoir un produit qui va être de couleur bleu-violet, qui s'appelle le pourpre de Ruemann, donc à peu près à 570 nanomètres. Et ça, c'est à apprendre par cœur, il n'y a pas trop d'explications dessus. Moi, je vous conseille vraiment de les apprendre par cœur, il n'y a pas trop il y a pas trop de difficultés normalement. Donc pareil avec l'amine secondaire de la proline qui permet de former un produit de couleur jaune à 400 nanomètres à peu près. Donc voilà, en fait là le but ça va être de colorer nos acides aminés et de pouvoir donc faire une sorte de séquençage. Donc ça c'est les premières méthodes qui vont être utilisées. Après on va voir les méthodes plus tard. Et en fait, donc la coloration, elle permet aussi de faire une étude quantitative. Donc on a une étude qui est qualitative avec la couleur et qui peut être aussi quantitative avec la proportionnalité entre la coloration et la concentration en acide aminé. Donc vous l'avez bien douté, au plus on a une concentration élevée, au plus la coloration va se faire, au plus ça va être coloré. Et donc voilà, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée par la police scientifique, donc pour faire tout ce qui est empreinte, etc. Là, vous avez quelque chose qui est laissé juste pour la compréhension, à ne pas apprendre par cœur. Donc voilà, retenez l'essentiel ici, pas besoin d'aller se truffer dans les détails. On retient que les amines primaires, c'est pour former un produit, il va être couleur bleu-violet ou pourpre de Ruemann. L'amine secondaire de la proline pour former un composé qui va être de couleur jaune à 400 nanomètres. C'est utilisé par la police scientifique, ça permet une étude quantitative et qualitative des acides aminés ça suffit largement. On va maintenant passer à la méthode de marquage des amines. Donc là, on va se baser au niveau protéique dans la partie qui va être N-terminale d'un peptide. Donc ça, je pense que vous maîtrisez déjà. On en a beaucoup parlé avant, donc je vous ramène à ces cours-là si vous ne l'avez pas encore vu. Et on va parler notamment de la première méthode qui a été trouvée, on va dire qui a été utilisée, c'est la méthode de Sanger. Donc la méthode de Sanger, alors c'est une méthode qui a été révolutionnaire pour l'histoire de la science parce qu'elle nous a permis de pouvoir vraiment séquencer notre ADN et de déterminer tout ce qui va être composé et de comprendre vraiment d'un aspect structurel nos protéines qui sont essentielles dans le corps humain, comme vous savez. Et donc voilà, donc en gros, on va avoir un DNFB qui va se lier à un acide aminé, qui va être marqué et qui va donner une coloration. Et une coloration qui va notamment donner sur le dernier acide aminé. Donc c'est en fait celui qui est le N-terminal en fait. Donc ça va être une coloration qui va être jaune, donc ça faut le retenir, c'est bien. Et c'est une méthode qui a permis de séquencer l'insuline. Donc voilà. En fait, on a notre acide aminé qu'on va marquer avec le DNFB et qui va donner une coloration jaune, en fait, tout simplement. Et en fonction de cette coloration, en fait, ça va nous permettre de savoir la quantité. Donc, comme on a dit un peu plus tôt, au plus la coloration va être nette, marquée, et au plus on aura une concentration d'acide aminé qui va être croissante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ça, c'est un petit peu logique. Et donc voilà, c'est quelque chose qui va être très important et ça a permis de déterminer la première structure primaire d'une protéine. Donc ça, je vous renvoie notamment au cours qui traite de ceci. Donc voilà. Et là, on n'a pas la méthode dans les détails. Ne pas apprendre dans les détails, ça sert à rien. Retenez surtout que la méthode de Sanger, ça va être quelque chose qui va permettre, donc d'un point de vue historique, qui a permis le séquençage de l'insuline. Ça, c'est très important, ils aiment bien. Et voilà, donc c'est la première méthode. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être noté pendant l'apprentissage. Donc voilà. Ensuite, on va parler des marquages fluorescents. Donc les marquages fluorescents, ça va être notamment avec le chlorure de benzyle. Donc c'est une méthode fluorimétrique, donc on va utiliser des atomes de fluor pour marquer nos amines en fait.
notamment la fonction alpha de l'amine. Donc comme précédemment, on se situe ici du côté N-terminal du peptide. Et voilà, donc en fait on a un marquage de l'amine, toujours pareil, de l'amine qui va être en N-terminal. Donc voilà, retenir que c'est une méthode qui est très sensible par rapport à la méthode de Sanger et c'est celle qui est le plus utilisée en fait. Voilà, donc retenir ça et ça suffit. Ensuite, on va avoir notre chromatographie à séparation d'acides aminés donc dans un mélange. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez complexe au tout départ lorsqu'on ne comprend pas comment ça marche. Alors, je vais vous expliquer ça de manière très synthétique et très bref. Alors, imaginez qu'on a un tube, voilà, un tube comme ça, dans lequel on a une phase mobile et une phase stationnaire. Donc, notre phase stationnaire, c'est celle qui va être collée aux parois, et la phase mobile, c'est celle qui va être introduite et qui va permettre de faire migrer notre composé. Et donc ici, on a une phase fixe donc, qui va être constituée de charges négatives. Donc retenir ça, hein, notre charge, toutes nos parois, ça va être la charge négative. Et on va avoir une phase mobile qui va être chargée donc, de l'inverse et qui va être chargée positivement. Et en fait, ce qu'il faut retenir, ça va être le fait que notre phase mobile va plus ou moins faire des liaisons avec notre phase stationnaire. Donc notre phase stationnaire, comme elle est chargée négativement, vous vous doutez bien qu'elle va faire des liaisons avec des charges positives. Plus et moins, ça s'attire. Par contre, moins et moins, ça se répulse. Donc ça va migrer. Et donc en fait, on va attirer tout ce qui va être positif donc dans notre sens de migration. Et tout ce qui est négatif ne va pas être, entre guillemets, lié, ne va pas rester fixé à la colonne, et ça va migrer. Et en fonction des acides aminés qui sont chargés plus ou moins positifs et négativement, on va avoir une détection qui va être totalement différente. Un composé qui sera plus acide, donc en fait c'est retenu ici, hein. Donc on a un tampon qui est une phase, donc la phase mobile en fait c'est le tampon, et on a un exemple avec la lysine, l'aspartate et la glycine. Donc voilà, si on a un pHi inférieur au pH, ça migre avec le solvant. Donc ça va migrer vite. Pourquoi? Parce que comme c'est chargé négativement, on a dit que ça migrait rapidement. Donc ça ne va pas se lier avec la colonne. Donc voilà. Ensuite, si le pH il est positif, ça va être cationique et donc ça descend le long de la colonne quand même, mais ça migre moins vite. Et elle descend d'autant plus lentement qu'elle est fortement accrochée. Donc ça c'est ce que je vous ai dit. Au plus ça s'accroche, au moins c'est lié, au plus c'est lié, pardon, au plus ça s'accroche, au plus c'est lié. Donc ça va moins bien migrer. Et là on a le pHi qui est très élevé de la lysine et qui migre très lentement parce qu'en fait elle va se lier. Voilà. Donc là on peut parler d'une absence de liaison dans le premier. Au milieu on a une liaison partielle et à la fin on a une liaison qui est quasi totale. Donc voilà, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, ça ressemble à peu près à ça. Donc voilà, pas non plus à apprendre ou voilà, juste à comprendre. Et c'est bon pour notre cours. Donc voilà, si vous avez quelconque question, n'hésitez surtout pas à venir m'en parler. Et voilà, c'est des petites méthodes qui sont quand même nécessaires d'être expliquées, surtout pour la dernière. Les premières sont assez, on va dire, par cœur, assez rythmiques. Et